Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de participer à cette matinée. Je m'appelle Gilles François, je suis un chercheur CNRS au LICEN à l'Université Paris-Saclay. Pour ceux qui ne connaissent pas, le LICEN, c'est le laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique qui vient en fait de la fusion du LINSI et du LRI, qui étaient des laboratoires plus anciens, donc la fusion a eu lieu en janvier 2021. Donc moi j'appartiens à l'équipe AMI, que je n'ai pas mentionné ici, qui est une équipe d'interaction, donc appartient au département d'interaction avec l'humain du lycée. Donc Théo m'avait en fait proposé un titre pour cette présentation aujourd'hui, qui est composer les interactions avec le système d'apprentissage automatique. En fait, Théo l'a proposé parce que ça vient d'un article qu'on a publié il n'y a pas longtemps, qui s'intéresse plus à la conception d'interaction humain-apprentissage automatique. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir et j'en profite pour reprendre le mot composer dans un autre sens, qui était des travaux que j'ai fait depuis ma thèse, plus dans le domaine artistique et notamment dans le domaine musical. Donc, je vais en fait commencer plutôt par l'apprentissage machine interactif dans un cadre musical ou artistique d'abord, et ensuite venir aux travaux un peu plus récents. Donc composer, un petit peu en quelque sorte, avec l'apprentissage machine. Donc, au cours de ma thèse, et par la suite, je me suis beaucoup intéressé aux systèmes interactifs sonores qui sont basés sur le mouvement. Donc l'idée est, dans des cadres de création artistique, d'avoir des systèmes où le mouvement va générer un retour sonore. Donc on est dans des situations d'interaction qui est vraiment continue, multidimensionnelle et temps réel. Donc je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails de beaucoup de ces projets, mais l'idée est toujours d'utiliser les capteurs de mouvement pour générer du son. C'est un domaine qui a une histoire assez riche en musique et en danse, et où l'apprentissage automatique peut être intéressant. Donc, il a été appliqué les premières expériences c'est vraiment intéressant pour en fait, la personnalisation et l'appropriation de ce type de système. Donc l'idée est au lieu d'aller programmer les relations entre les signaux capteurs et un retour sonore à la main de manière analytique, on va pouvoir les concevoir par l'exemple, vraiment de faire du design par le mouvement et en fait par l'interaction. Donc une approche qui m'a intéressé en particulier pendant ma thèse, c'était d'apprendre ce mapping entre mouvement et son par démonstration. Donc l'idée est de partir d'un design d'un corpus sonore, d'écouter les sons et en fait en fonction de ce que les sons évoquent, d'aller générer des mouvements qu'on va associer à différents sons. À partir d'enregistrements conjoints de paramètres sonores et de paramètres du mouvement, on peut apprendre un modèle de mapping. Donc ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de la régression, qui nous permet ensuite, dans une phase de performance, qui s'applique au test en machine learning en général, de en fait, faire des nouveaux mouvements et d'avoir un feedback sonore en temps réel. Donc je peux vous donner en fait je vais plutôt vous donner un autre exemple. Je vais juste le limiter à un exemple, mais vous pouvez en trouver d'autres. Oups.
Je vais arrêter la vidéo ici, c'était principalement pour illustrer le principe. Donc là, on est dans un cas où c'est assez marrant parce qu'on se base sur des vocalisations. Et donc l'idée est qu'on peut aller donner des exemples de sons et de mouvements de manière conjointe et ensuite rejouer avec le mouvement pour régénérer des sons. Donc là, c'est des exemples avec des vocalisations. Évidemment, on a beaucoup d'autres exemples de cas d'usage avec différents types de synthèse sonore. Ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, ça pose des questions, enfin, ça pose un certain nombre de défis du point de vue de l'apprentissage, parce que quand on est dans un cas de contrôle sonore, il faut avoir une reconnaissance qui soit vraiment en temps réel, avoir une latence qui soit très faible. Donc, du point de vue de la reconnaissance, ça pose des contraintes qui sont très importantes. Il ne faut pas juste faire un geste et déclencher un son à la fin ou 2 secondes après, mais pouvoir suivre le geste en temps réel pour générer un feedback sonore qui va être continu. Un deuxième aspect intéressant, c'est qu'on est dans un cadre où l'apprentissage machine est vraiment interactif. Donc l'idée, c'est que si on prend un schéma général, on utilise des données d'entraînement pour entraîner un modèle dans un cadre classique. La place de l'utilisateur va souvent être uniquement de fournir des nouvelles données et parfois d'évaluer les résultats. Et ici, on est dans un cadre de ce qu'on appelle d'apprentissage machine interactif, où l'utilisateur va vraiment agir sur l'ensemble de la boucle d'apprentissage. En fait, fournir des exemples d'apprentissage, jouer sur les paramètres, mettre en place des modèles, et ensuite tester le système en temps réel. Donc l'idée de ce domaine de recherche, qui est un domaine qui a plutôt émergé du côté de la communauté interaction humain-machine, est vraiment d'impliquer les utilisateurs dans toutes les étapes de ce processus d'apprentissage machine. Donc quelques points de discussion sur l'idée de design d'interaction, dans ce cas d'interaction sur le mouvement son avec l'apprentissage interactif. C'est intéressant parce qu'on peut vraiment concevoir des interactions par démonstration, par l'exemple. Donc ça permet en musique et en danse d'avoir un design qui est vraiment incarné, dans le sens qu'on valide en anglais, et qui permet d'intégrer dans le système des connaissances qui sont corporelles, qui sont sonores, de vraiment programmer par le corps. Mais ça pose aussi pas mal de défis. Déjà, on a des contraintes techniques pour que l'entraînement soit très rapide, qu'on puisse apprendre à partir de très peu d'exemples pour que ça reste interactif. Il y a un certain nombre de papiers qui ont montré que les critères de succès ne sont pas nécessairement les mêmes qu'en apprentissage machine classique. Dans un cadre musical, l'accuracy d'un système de reconnaissance n'est pas forcément aussi importante que ce sont les bornes entre mes classes, est-ce que le système est réactif, etc. Et on a des concepts, des données qui évoluent évidemment au cours du temps. Donc c'est un processus qui est toujours très itératif et où en fait l'apprentissage humain est vraiment clé. En fait, j'avais mis composer avec l'apprentissage machine pour cette première partie, et il y a un peu cette idée d'apprendre à composer avec, au sens de comprendre le potentiel des modèles, comprendre leurs propriétés, comprendre leurs limites, pour devenir efficace en termes de design. Le deuxième aspect, c'est en fait, l'apprentissage automatique n'est pas magique, donc on a besoin d'apprendre à enseigner, à donner des bons exemples pour que le système arrive à généraliser à partir de peu d'exemples, mais qui soient de bonne qualité. Alors, je vais passer déjà un peu tardivement à la deuxième partie. Donc ça m'amène à un projet plus récent, donc, qui se place on fait parler d'un projet avec une bibliothèque logicielle qui s'appelle Marcel, donc un projet qu'on mène avec Baptiste Carano qui est présent ici depuis quelques années, qui s'intéresse à l'apprentissage machine interactif, mais un peu plus largement en termes applicatifs que uniquement dans des domaines artistiques et musicaux. Donc, comme je l'ai dit, l'IML, l'apprentissage machine interactif, l'idée est d'aller impliquer
un certain nombre de personnes, ça va être des utilisateurs finaux, des experts métiers, dans vraiment différentes tâches liées à la conception et le déploiement de modèles d'apprentissage machine. Un des constats qu'on a eu avec Baptiste dans notre recherche, mais aussi dans notre pratique d'enseignement, c'est qu'on a un certain nombre de logiciels qui ont été produits par la communauté en apprentissage machine interactif et qui sont souvent spécifiques à des domaines, par exemple la création, ou spécifiques à des tâches particulières, la classification binaire d'images, etc. Mais en fait, on n'a pas de framework qui nous permette de facilement créer des applications pour interagir avec des modèles d'apprentissage. Donc c'est quelque chose qui nous manquait à la fois comme support de recherche et comme support d'enseignement. Donc une proposition que je vais décrire ici, c'est Marcel. Donc c'est un toolkit open source qui est basé sur des technologies web, qui a été pensé pour la création d'applications dans ce domaine de l'IML, de l'apprentissage machine interactive. L'idée qu'on avait était de pouvoir créer des applications web qui puissent permettre la collaboration entre différentes personnes. Typiquement, d'avoir des chercheurs ou des ingénieurs en machine learning, des pratiques plutôt liées etc. Des experts métiers dont les connaissances sont nécessaires à l'équipage de données, l'apprentissage des modèles, etc., l'évaluation des modèles, et potentiellement des designers, d'autres utilisateurs, etc. Donc pour ça, on a développé une architecture dont je vais présenter quelques principes de base pour pouvoir facilement prototyper des applications interactives. Donc un premier principe, c'est que c'est basé sur des composants. Donc là, c'est du JavaScript parce que tout est en web. L'idée est qu'on peut facilement créer un composant, aller l'afficher où on veut dans une page web. Donc là, mes slides, c'est du JavaScript, donc je peux avoir des composants à l'intérieur, les afficher ici. Ces composants, on va les lier ensemble avec des pipelines qui sont réactifs. Donc l'idée, c'est de pouvoir générer des événements par l'interaction et ensuite lier les composants les uns avec les autres. Donc ici, on a une petite portion de code qui va me permettre juste de faire tourner un modèle, par exemple ici, de détection d'objets. Donc l'idée est qu'on crée quelques composants, une webcam, un modèle avec OpenSSD pour le suivi, et on va lier ces composants entre eux via un système basé sur la programmation réactive. Une troisième idée, c'était, donc on revient à l'idée de composition, c'était qu'on puisse composer à partir de ces composants des interfaces assez facilement. Donc on propose des mécanismes assez haut niveau pour pouvoir aller en fait mettre ces composants un peu comme on veut sur une interface type dashboard. Donc avec pareil une API assez haut niveau, on va pouvoir aller créer ce type d'application. Donc aller facilement mettre des composants dans une page pour avoir un prototype qui soit rapide. Donc, je peux vous faire une petite démo ici, c'est un peu notre démo de base, si je ne suis pas trop en retard. Donc, par exemple, je vais aller enregistrer quelques images. Donc, j'utilise la programmation réactive pour récupérer les données de webcam, les annoter, les enregistrer. Je peux à partir de ça entraîner un classifieur d'images dans mon navigateur. Donc là, l'entraînement tourne directement dans mon navigateur parce que c'est un petit modèle. Et ensuite, avoir un autre pipeline réactif pour la prédiction temps réel. Voilà, donc ça, c'est une démo qu'on utilise régulièrement dans des cadres pédagogiques. Un autre aspect qui nous intéresse par rapport à la collaboration, c'est l'idée de persistance et de synchronisation des données. Donc on a essayé de faire en sorte de pouvoir déployer facilement des systèmes de synchronisation de données. Donc par exemple ici j'ai mon téléphone
Et si tout se passe bien, je peux aller prendre une photo et en fait l'enregistrer, la synchroniser, donc avoir un dataset que je puisse accéder depuis différentes interfaces, potentiellement avec différents utilisateurs, et qui va être synchronisé en temps réel entre différents utilisateurs. Et la dernière idée était d'avoir une interopérabilité avec Python, donc ça c'est vraiment en cours, c'est assez compliqué à faire. On a quelques éléments qui nous permettent de passer de TensorFlow ou Keras à des modèles qui tournent dans un navigateur. Donc je vais finir peut-être avec quelques exemples de projets, s'il me reste un petit peu de temps. Donc je vais finir avec quelques exemples de projets dans lesquels on a utilisé cet outil-là. Donc déjà, comme je l'ai dit, on l'utilise beaucoup en pédagogie. On enseigne avec Baptiste un cours de master sur l'apprentissage machine interactif. Donc cet outil nous permet de développer des systèmes, comme je l'ai présenté avant, qui nous permettent d'introduire progressivement des notions d'apprentissage machine à des étudiants dont ce n'est pas le domaine principal. Ça nous permet de vraiment personnaliser l'interface pour aller jouer sur certaines notions, donc ici, comparer différents modèles pour voir comment ils réagissent, quelles sont leurs propriétés. Ici, avoir des prototypes où on va intégrer des explainers, donc là c'est juste un GraphCam pour la classification d'images. Et on l'utilise aussi comme support pour des projets d'étudiants. Donc en fait, en cours, on leur demande de développer des petits projets interactifs. L'idée, c'est qu'ils puissent vraiment explorer en fait, différents workflows pour différents types d'interfaces pour rendre ça plus interactif pour des utilisateurs novices. Un deuxième exemple, c'est le projet de thèse de Théo Sanchez, organisateur de la journée, qui a étudié pendant sa thèse l'idée de l'enseignement aux machines par des novices. Donc, ça fait un peu bizarre en français, mais en anglais c'est machine teaching, c'est vraiment l'idée de retourner le problème depuis l'apprenant, qui est un algorithme, vers en fait les humains qui enseignent transmettre des connaissances à ces systèmes. Et donc Théo a mené un certain nombre d'études avec des novices, en fait, des gens qui ne sont pas spécialistes de l'apprentissage machine, pour essayer de comprendre en fait, quelles représentations ils se font de ce type de système, quelles stratégies ils développent pour enseigner, etc. Donc là, Théo a utilisé Marcel comme support pour faire des études utilisateurs. Donc ici, c'était une version assez ancienne, mais qui était dédiée à la classification des dessins. Donc un peu sur le modèle de la démo que je vous ai montré avant, mais pour des dessins. Et qui a permis vraiment de faire des études, de collecter des données d'utilisateurs, d'essayer de comprendre quelles étaient leurs stratégies et de voir qu'il y a une diversité de stratégies d'enseignement pour différentes personnes. Une parenthèse là-dessus, c'est qu'en fait, on a ensuite eu l'occasion de reprendre ce système de classification d'images pour une exposition en médiation culturelle à Nantes, certaine intelligence, où là, en fait, c'est un designer, je reprends énormément sur la place du designer c'est un designer qui a en fait complètement refait l'application pour qu'elle soit utilisable de manière autonome dans le cadre d'une exposition. Donc, il a complètement refait l'interface web, et ensuite, nous, on a juste connecté les pipelines qu'on avait développés avec notre toolkit vers à l'interface que lui avait fait. Donc, on a une séparation un petit peu des pipelines des interfaces avec Marcel qui est intéressante pour pouvoir ensuite adapter la manière dont on présente ça. Un troisième projet, c'est la thèse de Benouche Mohammadzadeh qui vient de faire en première année de thèse, qui vient de commencer, prend en quelque sorte la suite des travaux de Théo et qui s'intéresse toujours à l'idée de machine teaching, mais dans des cas vraiment collaboratifs. Donc, comment est-ce qu'un groupe de personnes peut aller ensemble enseigner, transmettre des concepts à un modèle d'apprentissage. Donc là, elle a mené une première étude et elle a
je ne vais pas en dire beaucoup parce qu'elle a un poster que je vous invite à aller voir tout à l'heure. L'idée est qu'on avait un système où collectivement on peut créer un jeu de données pour un problème de classification. On peut aller discuter, négocier et en fait, ensemble essayer de faire un système qui soit plus robuste. Donc c'est vraiment en fait une direction qu'on souhaite prendre, c'est en fait comment est-ce qu'on peut aller vers le design d'interaction avec des systèmes d'apprentissage qui soient vraiment collaboratifs et qui puissent prendre en compte un large panel de personnes qui sont directement impliquées avec le système. Donc, on a évidemment nous en tant que chercheurs, on a des utilisateurs finaux, on a besoin de prendre en compte dans la conception du système. On a des sujets qui ne sont pas forcément les mêmes que les utilisateurs. On peut avoir des experts métiers. C'est dans le médical, on a vraiment besoin d'avoir des connaissances qui viennent du domaine, enfin, c'est vrai dans tous les domaines. Des experts de l'apprentissage, des designers, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut aller vers, enfin, comment est-ce qu'on peut concevoir des interactions autour des pipelines d'apprentissage qui puissent être adaptées à différentes expertises et différents usages. Voilà, donc pour peut-être quelques éléments de discussion pour finir, j'ai commencé avec l'idée de composer plus au sens musical ou artistique en utilisant l'apprentissage. L'idée est plus d'utiliser le machine learning comme un outil de design, de création. En fait, on est dans des cas où les personnes ne sont pas forcément utilisatrices complètement, mais ils ont tendance à développer leur propre système en même temps que leur pratique. Et le deuxième aspect, c'était surtout sur la composition au sens informatique, de composition de fonctions et d'interface, donc pour concevoir des interactions collaboratives avec des systèmes d'apprentissage et peut-être en utilisant, enfin en développant ce type d'architecture et ce type de pratique, de faciliter la participation d'un grand nombre de personnes dans la conception et l'utilisation de systèmes de machines. Je crois que je suis déjà en retard, donc je vais m'arrêter ici, donc merci beaucoup. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions maintenant ou on passe tout de suite Non, on va prendre quelques questions dans la salle. Je vais vous demander si c'est des questions de parler bien fort, comme ça on peut capter pour les personnes qui sont en streaming. Est-ce qu'il y a des questions par exemple? J'ai une question sur l'IA générative. Est-ce que vous avez pensé que un modèle avec de l'IA générative comme on est dans le domaine artistique, ça se dit oui, en fait, il y a des. Enfin, en fait, tout dépend ce qu'on. En fait, il y a des travaux, notamment à l'échelle maintenant, sur les modèles génératifs pour la création audio. Donc notamment le modèle Rave pour la synthèse sonore, qui commence à faire les outils. Donc je pense que, en fait, ça, moi personnellement, j'ai pas travaillé dessus. Ça commence à arriver. Ça pose toujours un certain nombre de soucis liés à l'accès à ces technologies. En fait, de réentrer. En fait, la question est que un modèle complètement général de musique n'a aucun sens parce que c'est pas ce que les créateurs veulent. Quelque chose qui soit personnalisé, qui soit eux, et en fait d'aller réentraîner ce type de modèle pour s'approprier dans un contexte de création, demande des gros moyens de calculer de temps encore pour l'instant. C'est un peu difficile. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les modèles génératifs. De plus en plus dans ce Une autre question? Oui. L'ouverture à Python et puis pourquoi elle est en cours. Ouais, elle est en cours. En fait, pour l'instant, donc côté client web, on utilise TensorFlow.js. Donc, en théorie, c'est assez facile d'entraîner des modèles avec TensorFlow et de les convertir après. En pratique, on peut avoir des surprises, mais ça, donc c'est quand même assez bien couvert. Et là, en fait, on a via le plan PNRIA de l'ANSDJ, on a 2 ingénieurs qui travaillent actuellement
sur Marcel, mais sur le développement plutôt côté Python. Donc on va essayer d'intégrer ou un scikit-learn et PyTorch. En fait, on a différentes pistes, mais voilà, ça peut être un peu compliqué. Donc on peut soit on peut entraîner des modèles et ensuite les faire tourner dans le navigateur avec des systèmes comme LNX Runtime. Ça marche pour les petits modèles. Soit il faut qu'on développe une interface qui permet facilement de servir des modèles pour les plus utiliser dans ce type d'application. Donc voilà, il n'y a pas vraiment, je ne sais pas si on a vraiment une timeline pour l'instant, mais c'est un chantier. Question? Ouais. Est-ce que l'IRL peut être comme un outil pour réduire le nombre de données dans les apprentissages dans plusieurs contextes, par exemple, le samplage, c'est ça un peu le but? Oui, en fait, il y a cette idée-là. Originellement, l'idée était que, en fait, en se basant sur les connaissances des utilisateurs, en fait, on pouvait accélérer un peu le processus d'apprentissage, donc être un peu plus efficace que des algorithmes qui vont faire ça de manière un peu brutale. Donc, il y a quelques papiers dans la littérature qui montrent que ce type de système interactif peut être aussi bien, voire meilleur dans certains cas que des systèmes. Donc, par exemple, il y a un papier sur dont j'ai montré un screenshot sur les modèles d'ensemble, où en fait ils ont montré qu'un guidage par l'utilisateur, par l'intuition de modèles d'ensemble, pouvait être en fait aussi efficace mais beaucoup plus rapide que quelque chose qu'une optimisation automatique. Et en fait, ce qu'on voit, nous, sur la reconnaissance de gestes, c'est que, c'est que, en fait, on peut faire de très bonnes choses à partir de peu d'exemples, mais c'est vraiment un problème de design de gestes, de conception, de donner des exemples qui soient de très bonne qualité. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu là-dessus sur réduire les données, notamment réduire le besoin en données étiquetées, en se basant sur ce que nous on sait faire en termes de représentation de concepts. Ok. Donc on va s'arrêter là pour les questions malheureusement, mais on peut encore applaudir Jules.